À ce dîner, ils riaient de mes vêtements d'occasion. Demain, ils découvriront que je suis la propriétaire du groupe qui tient leur avenir entre ses mains. La chute sera brutale. Je restai immobile devant les lourdes portes vitrées du restaurant L'Ambroisie, ajustant nerveusement le col de mon trench coat Burberry vintage. Le froid mordant de ce mois de novembre parisien s'infiltrait à travers le tissu usé, glaçant ma peau, mais ce n'était rien comparé au froid glacial qui m'attendait à l'intérieur. Dans mon sac à main, il n'y avait ni rouge à lèvres de luxe, ni clé de voiture de sport, mais un vieux livre à la reliure abîmée que je venais de dénicher aux puces de Saint-Ouen et un ticket de métro froissé. Dans quelques minutes, je devrais à nouveau jouer le rôle de Iseult la pathétique. La fille ratée. La tache sur la réputation immaculée de la dynastie Valois. Ma famille était là-dedans, levant leur verre en cristal pour célébrer le 40e anniversaire de mariage de mes parents, riant de leurs vacances luxueuses et de leurs transactions immobilières à plusieurs millions. Ils ignoraient que la femme qui se tenait dehors, ajustant son manteau, celle qu'ils allaient bientôt humilier pour son retard, était en réalité celle qui tenait entre ses mains la clé de la survie de leur empire chancelant. Demain, leur monde allait s'effondrer. Mais ce soir, je les laisserai profiter de leur dernière illusion. Avant de nous asseoir à cette table remplie de mensonges, j'aimerais savoir d'où vous suivez cette histoire. Laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de votre ville ou de votre pays, et dites-moi quelle heure il est chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, car cette vengeance sera douce jusqu'à la dernière seconde. Je pris une profonde inspiration et poussai la porte. L'odeur de truffes noires et de vin millésimé m'envahit instantanément, une odeur de richesse si dense qu'elle en était presque suffocante. Le maître d'hôtel, dans son costume queue de pied rigide, me scanna de la tête aux pieds. Son regard s'arrêta sur mes chaussures en daim légèrement usées au talon, puis il esquissa un sourire discret mais chargé de mépris. La table de la famille Valois est dans le salon privé, mademoiselle, dit-il sans même prendre la peine de me guider, pointant simplement du menton vers le fond de la salle. Essayez de ne pas déranger les autres convives. Je m'avançai sur le parquet en chêne ciré, le bruit de mes talons résonnant étrangement au milieu du cliquetis de l'argenterie et des murmures polis. Au fond de la salle, sous un lustre en cristal éblouissant, ils étaient là. Mon père, Baudouin de Valois, conservait cette allure imposante de magnate de l'immobilier des années 90, même si je savais que les rides sur son front se creusaient à cause des dettes. Ma mère, Hermine, souriait gracieusement, son collier de perles étincelant à son cou, probablement la seule chose authentique qu'elle portait ce soir. Et bien sûr, Sixtine, ma sœur aînée, l'enfant prodige de la famille, trônait au centre comme une reine, ses doigts manucurés glissant sur son téléphone, vérifiant sans doute les likes de sa dernière photo. Regardez qui a finalement décidé de montrer son visage, lança Sixtine, sa voix tranchante coupant l'atmosphère feutrée. Elle ne leva même pas la tête, se contentant de siroter son vin rouge. C'est quoi cette odeur? Ça sent le vieux papier et la colle forte. Tu sors de quelle crypte du 11e arrondissement, Iseult? Amaury, le mari de Sixtine, rit bêtement en faisant tourner son imposante montre Patek Philippe à son poignet, une montre que je savais pertinemment être une contrefaçon de première classe achetée en Turquie. Allons ma chérie, Iseult est une artiste. Restaurer de vieux livres est un métier, noble, n'est-ce pas? Même si le salaire suffit à peine à payer le ticket de métro. Je tirai la chaise vide au coin de la table, celle ajoutée à la dernière minute comme une charité forcée. Désolé pour le retard, murmurai-je, baissant la tête pour éviter le regard inquisiteur de mon père. Le métro a eu un problème technique à la station Bastille. Ma mère soupira, un soupir théâtral qu'elle perfectionnait depuis 30 ans. Elle posa son verre et me regarda comme on regarde une tache de vin sur une nappe blanche immaculée. Tu ne pourrais pas faire un effort pour ressembler à quelqu'un qui a réussi, juste pour un soir, Iseult, dit-elle d'un ton de reproche, mais assez bas pour que les tables voisines n'entendent pas, c'est l'anniversaire de tes parents. Sixtine vient de faire la couverture du magazine Entreprendre. Elle porte du Dior. Et toi? Ce manteau, tu l'as trouvé dans quelle friperie caritative? Je effleurai le revers de mon trench. C'était un Burberry vintage de 1980, une édition limitée que j'avais remportée aux enchères pour 4 500 € auprès d'un collectionneur londonien. Mais pour eux, s'il n'était pas flambant neuf, couvert de logos et brillant, c'était une guenille. Je suis désolée, maman, répondis-je,
réprimant un sourire ironique qui menaçait d'éclater. Assieds-toi et tais-toi, ordonna mon père sans même me jeter un regard. Il se tourna vers Sixtine, sa voix changeant instantanément pour devenir mielleuse. Alors ma fille, raconte-moi encore ce partenariat technologique que tu négocies. Archiva Corp, c'est bien ça? J'ai entendu dire que leur PDG est un homme extrêmement difficile et mystérieux. Je pris mon verre d'eau, buvant une gorgée pour cacher mon rictus. Un homme? Oui papa, répondit Sixtine en rejetant ses cheveux en arrière, le visage plein d'arrogance. On a envoyé 5 demandes de rendez-vous. Ils font juste monter les enchères. Tôt ou tard, ils devront s'agenouiller devant la réputation de Valois Immobilier. Notre projet EcoCity est une mine d'or pour eux. Je regardais la bouteille de Pétrus 2005 à 5 000 € posée au centre de la table. Je connaissais leur situation financière par cœur. Leur carte de crédit d'entreprise avait été bloquée cet après-midi même. Ce dîner était certainement mis sur l'ardoise d'un partenaire naïf. Il saignait à blanc pour garder la face, et il rêvait de s'associer à mon entreprise, Archiva Corp, pour sauver ce navire en plein naufrage. Le plus drôle? Ils étaient assis juste à côté de la PDG d'Archiva, et ils la traitaient comme un déchet sans valeur. Le dîner s'étira comme une torture mentale lente et méticuleuse. Je mangeais mon foie gras, mais dans ma bouche, je ne sentais que l'amertume du passé. Les vantardises de Sixtine, les rires faux de ma mère, la condescendance de mon père, tout cela se mélangeait en une symphonie discordante qui me donnait un mal de crâne terrible. C'était la raison pour laquelle j'évitais toujours les réunions de famille. Mais aujourd'hui, je devais être là. Je devais confirmer leur désespoir de mes propres yeux. Quand la soirée se termina, je refusai l'offre d'Amaury de me déposer à la station de métro la plus proche. Je marchais dans la nuit froide, attendant que leur Mercedes de location disparaisse au coin de la rue, avant de bifurquer dans une petite ruelle sombre où mon chauffeur privé, Gaspard, m'attendait dans une Bentley noire aux vitres blindées. « On rentre, mademoiselle Valois ?» demanda Gaspard, sa voix grave et respectueuse contrastant violemment avec le ton que je venais de subir pendant 2 heures. « Au repère, Gaspard, dis-je en appuyant ma tête contre le cuir souple du siège. La voiture glissa silencieusement vers le 11e arrondissement. De l'extérieur, l'endroit où je vivais ressemblait à un vieil immeuble du 19e siècle à la façade écaillée, parfait pour ma couverture de « restauratrice de livres pauvres ». Mais l'ascenseur privé me mena directement au dernier étage, où l'espace s'ouvrait sur un penthouse high-tech de 300 mètres carrés, protégé par le système de sécurité biométrique le plus avancé d'Europe. J'entrai, jetai mon vieux manteau et me laissai tomber sur mon canapé italien. Mon chat, Pixel, vint frotter sa tête contre ma jambe en ronronnant doucement. Je regardais autour de moi. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur Paris, les écrans de serveurs clignotaient en bleu et rouge dans ma salle des machines isolées. C'était mon monde. Un monde bâti sur le silence et les chiffres. Mais mon esprit, lui, dérivait vers le passé, vers une autre pièce. Une chambre mansardée, étroite, étouffante en été et glaciale en hiver, dans le manoir de Neuilly. C'était l'année de mes 18 ans. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'avais couru dans le bureau de mon père, serrant fort la lettre d'admission de l'école polytechnique, la plus prestigieuse école d'ingénieurs de France. J'étais major de promotion. C'était la fierté qui, je le pensais, ferait enfin que mon père me regarde. « Papa! J'ai réussi! Je suis prise à Polytechnique, avais-je crié, le cœur battant d'espoir. Mon père examinait des plans d'architecte avec Sixtine. Il leva les yeux, son regard froid balayant le papier dans ma main. Il me l'arracha, le lut en diagonale, puis eut un petit rire méprisant. Un rire qui hante encore mes cauchemars. « Ingénieur ?» demanda-t-il avec dédain. « Tu comptes faire quoi? Devenir une taupe collée à un écran toute ta vie? Les femmes de la famille Valois sont nées pour être des maîtresses de maison, pour briller, pour épouser des hommes puissants. Regarde ta sœur Sixtine. Elle étudie les relations publiques, elle sait recevoir, elle va bientôt se fiancer avec le fils du président de la banque. C'est ça, la gloire. » Puis il fit l'impensable. Il déchira la lettre d'admission devant mes yeux. Le bruit du papier qui se déchire, craque, résonna comme si on déchirait mon âme. Je ne dépenserai pas un centime pour ces études inutiles.
Tu iras à l'école des beaux-arts, tu apprendras à faire des bouquets ou de la peinture, pour avoir l'air d'une demoiselle. Et si tu refuses? Il pointa son doigt vers le plafond. Tu sais où est ta place. J'avais pleuré, supplié, je m'étais mise à genoux pour ramasser les morceaux de papier. Mais ma mère était restée là, me regardant en secouant la tête. Ne mets pas ton père en colère, Iseult. Tu as toujours été si têtu et bizarre. Cette nuit-là, et les 3 jours suivants, je fus enfermée dans le grenier pour insolence. Pas de téléphone, pas d'internet, juste l'obscurité et la poussière. C'est dans cette obscurité que la Iseult naïve est morte. J'ai compris que dans cette famille, l'amour était conditionnel, et que je ne remplirais jamais ces conditions. J'ai fui la maison 6 mois plus tard, avec 200 € d'économie et un vieil ordinateur portable. J'ai changé mon 2e prénom, vécu de nuit instantanée et travaillé 20 heures par jour dans une cave humide pour coder. Je me suis juré qu'un jour, je rachèterais ce manoir et le transformerais en entrepôt pour mes serveurs. 18 ans ont passé. La fille maigre du grenier est devenue Iseult de Valois, fondatrice d'Archiva Corp, un groupe de stockage de données et de cybersécurité valant des milliards d'euros. Je possède les secrets de la moitié du secteur bancaire européen. Mais la cicatrice d'autrefois est toujours là, douloureuse chaque fois que le temps se rafraîchit, ou chaque fois que j'entends la voix de mon père. La lumière du matin traversait le verre blindé de la tour Archiva à la Défense. De mon bureau au 45e étage, je pouvais voir tout Paris, brillant et orgueilleux. Mais je n'avais pas le temps d'admirer la vue. Sur l'écran géant devant moi s'affichait le schéma financier de Valois Immobilier. Les courbes rouges plongeaient vertigineusement. Dette à court terme, 40 millions d'euros. Dette à long terme, 60 millions. Les actifs hypothéqués étaient évalués bien en dessous du seuil de sécurité. Ils étaient au bord de la faillite, à quelques semaines de la mort financière. Gaspard entra, posant une tasse de café noir sans sucre sur mon bureau en verre. Ils appellent encore, mademoiselle, dit Gaspard, son ton professionnel ne cachant pas une pointe d'ironie. 6e fois cette semaine. La directrice de la communication, Sixtine de Valois, veut un rendez-vous urgent avec le PDG d'Archiva. Elle prétend que c'est l'opportunité du siècle pour nous. L'opportunité de porter leur dette colossale, oui, murmurai-je en glissant mes doigts sur le clavier virtuel. Continuez de refuser. Dites que le PDG est en voyage d'affaires à Singapour. Mais laissez une porte entr'ouverte. Dites que le service juridique examine le dossier. À cet instant précis, mon téléphone personnel, le vieux, brick, que j'utilisais pour communiquer avec ma famille, vibra violemment sur le bureau. Le nom s'afficha, Sixtine. Je pris une profonde inspiration, basculant ma voix de PDG puissante, petite sœur timide. Ah allô? Sixtine? Iseult? Où es-tu? La voix de Sixtine perça mes tympans, sans même un bonjour. Rentre à la maison immédiatement. Papa et maman ont besoin de toi. Mais je suis en train de restaurer un livre du XVIIe siècle pour un client. Oublie tes bouquins pourris, me coupa TL. C'est bien plus important. L'entreprise prépare une fusion avec un grand groupe. On a des tonnes de vieux dossiers depuis 1990 à la cave qui doivent être triés d'urgence. Le partenaire exige les données historiques du terrain EcoCity. Tu as l'habitude de travailler dans la poussière et les ordures, non? C'est un travail parfait pour toi. Je serrai le poing, mes ongles s'enfonçant douloureusement dans ma paume. Il ne m'appelait pas pour partager la gloire. Il m'appelait pour faire le manœuvre. Il voulait que je nettoie leur merde pour qu'ils puissent se vendre, moi-même. Je serai payé, demandai-je exprès, jouant l'ingénu. Sixtine ricana. Tu parles d'argent avec ta famille? D'accord, papa a dit qu'il te donnerait 200 € d'argent de poche. De quoi acheter des médicaments contre l'allergie à la poussière. Rentre tout de suite, ne m'oblige pas à envoyer quelqu'un te chercher. Elle raccrocha sèchement. Je fixai l'écran noir du téléphone. 200 €. Il comptait payer 200 € une experte en données dont le tarif de consultation était de 5 000 € de l'heure. Gaspard me regarda avec inquiétude. Vous comptez vraiment y aller? Vous n'avez pas besoin de subir cette humiliation. Nous pouvons les racheter en bourse dès maintenant. Non,
Gaspard, dis-je en me levant, me dirigeant vers le dressing secret de mon bureau où je gardais les vieux vêtements pour mon rôle d'Iseult. Je dois y aller. Mon IA a détecté une anomalie dans les relevés géologiques du projet EcoCity. Si je rachète cette entreprise, je ne veux pas acheter une bombe à retardement. J'ai besoin d'accéder aux documents originaux. Et le meilleur moyen d'entrer dans leurs archives sans éveiller les soupçons, c'est de jouer la femme de ménage. J'enlevai ma blouse en soie, la remplaçant par un pull élimé. Préparez la voiture, Gaspard. Mais arrêtez-vous à 2 rues de la maison. Aujourd'hui, Cendrillon rentre à pied au château. Mes chers amis, imaginez que vous êtes à ma place. Vous avez le pouvoir de les détruire d'un claquement de doigts, mais ils vous traitent comme une incapable et vous ordonnent de trier leurs ordures pour 200 €. Si c'était vous, que feriez-vous? Refuseriez-vous net en leur révélant tout au téléphone, ou feriez-vous comme moi, courber l'échine pour trouver la preuve ultime? Laissez votre avis en commentaire, révélation immédiate, ou patience stratégique? Je suis curieuse de savoir comment vous géreriez cette situation. Le manoir des Valois à Neuilly était toujours aussi imposant, avec son portail en fer forgé doré et ses allées de chênes centenaires. Mais moi, avec mon œil d'investisseur, je voyais les fissures non réparées sur le mur d'enceinte et la fontaine centrale à l'arrêt, sans doute pour économiser l'électricité. Je sonnai. Le vieux majordome, Pierre, ouvrit la porte. Il me regarda avec un mélange de gêne et de pitié. Mademoiselle Iseult, chuchota-t-il. Monsieur et madame sont dans le grand salon avec les avocats. Vous devriez passer directement par l'entrée de service vers la cave. C'est l'ordre de mademoiselle Sixtine. Merci, Pierre, souris-je tristement. Même l'entrée principale m'était interdite. Je contournai la maison, descendant les marches de pierre glaciale qui menaient au sous-sol. Une odeur de moisi me sauta à la gorge. C'était là que Valois Immobilier stockait ses archives depuis 40 ans. Des centaines de cartons empilés, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Au travail. La voix de Sixtine résonna depuis le haut de l'escalier. Elle ne daigna même pas descendre, de peur de salir ses escarpins loup-boutins. Classe les dossiers par année. Surtout les rapports sur le projet EcoCity de 1995 à aujourd'hui. Le partenaire Archiva est très pointilleux sur l'historique. Je veux que ce soit fini avant ce soir. La porte de la cave claqua. Je fus laissé seul dans la pénombre. Il pensait que je mettrais une semaine à faire ça à la main. Quelle naïveté. J'ouvris mon sac à dos élimé, mais à l'intérieur se trouvaient des équipements valant une fortune. Je sortis mes lunettes intelligentes, Smart Glass, un prototype d'Archiva Corp, et les posai sur mon nez. J'activai les LED sur la monture, balayant les étiquettes des cartons. Activation du scan de texte haute vitesse, ordonnai-je doucement. Les lunettes se mirent au travail, capturant et analysant des milliers de pages par minute alors que je les feuilletais rapidement. Je n'avais pas besoin de lire chaque mot, mon IA le faisait pour moi. 1 heure passa. 2 heures. La poussière recouvrait mes cheveux et mon pull, mais je m'en fichais. Mon cœur commença à battre plus vite quand le système afficha une alerte rouge clignotante sur mon affichage tête haute. Alerte, incohérence des données. Le rapport géologique de 2018 a été altéré. Je m'arrêtai, tirant le rapport original de 1998 d'un carton à moitié rongé par les rats. Le voilà. Le terrain du projet EcoCity, la fierté que mon père comptait vendre à Archiva pour 85 millions d'euros, reposait en réalité sur une décharge industrielle de déchets toxiques des années 70. Le rapport original stipulait clairement, sol contaminé au plomb et à l'arsenic à haute concentration. Construction résidentielle interdite. Mais dans le nouveau rapport que Sixtine avait envoyé à mon entreprise par email, cette ligne avait disparu. Elle avait été remplacée par « sol stable, conforme aux normes écologiques ». Mes mains tremblèrent, non pas de froid, mais de rage. Ils n'étaient pas seulement snobs et cruels. C'étaient des escrocs. Si j'avais signé ce contrat sans vérifier, Archiva Corp aurait dû assumer une responsabilité juridique colossale lorsque les résidents tomberaient malades. Ils allaient tuer mon « bébé » technologique pour sauver leur ego démesuré. Papa? Sixtine? Murmurai-je, serrant la feuille de preuve dans ma main. Vous avez franchi la ligne rouge.
La porte de la cave s'ouvrit soudainement. La lumière m'éblouit. C'est fini, la paresseuse, hurla Sixtine. Monte tout de suite. Ce soir, il y a un cocktail de présignature. Le serveur est malade, tu vas devoir aider au service. N'essaie pas de te défiler. Je retirai mes lunettes, les cachant avec le rapport crucial au fond de mon sac. Je me levai, époussetant mes vêtements. Un plan impitoyable commençait à prendre forme dans mon esprit. Ils voulaient que je serve le vin? Très bien. Je allais leur servir un dernier verre qu'ils n'oublieraient jamais. J'arrive tout de suite, grande sœur, répondis-je, ma voix chargée d'un froid polaire que Sixtine, si elle avait été intelligente, aurait dû reconnaître comme un avertissement mortel. Mais elle ne comprit pas. Et ce fut la plus grande erreur de sa vie. Je sortis de la cave obscure, chassant la poussière grise de mes épaules, mais impossible de chasser le dégoût qui collait à mon esprit. Dans mon sac à dos, le rapport géologique sur les déchets toxiques reposait comme une condamnation à mort pour Valois Immobilier. Quand j'entrai dans le hall principal, l'atmosphère avait radicalement changé. La maison s'était transformée en une scène de théâtre éblouissante. Des fleuristes arrangeaient des arches d'orchidées blanches valant des milliers d'euros le long de l'escalier. L'odeur entêtante des bougies diptyques tentait de masquer les effluves d'humidité de cette vieille demeure en décrépitude. Iseult. Ma mère m'interpella sèchement depuis le dressing. Ne reste pas planté là comme un épouvantail. Va aider en cuisine. Le sommelier est malade, tu vas le remplacer. Je ne discutais pas. Je baissai la tête et me dirigeai vers la cuisine. Intérieurement, je souriais. Laissez-les donner des ordres. On verra bien qui servira qui demain. Alors que j'essuyais des verres en cristal baccarat d'une finesse extrême, une main ridée mais chaude se posa sur mon épaule. Je sursautai et me retournai. Tante Mao. Devant moi se tenait Tante Mao, la sœur de mon père, et la brebis galeuse originelle de la famille Valois. Elle avait été ostracisée depuis 20 ans pour avoir osé épouser un professeur d'université pauvre au lieu d'un banquier. Elle portait une robe en velours noir simple, mais elle dégageait une aura de noblesse que ma mère, malgré tous ses diamants, n'aurait jamais pu égaler. « Tu as maigri, Iseult, dit-elle, ses yeux perçants lisant au fond de mon âme. Et tes yeux, ils ne sont plus tristes. Ils brûlent. » Je souris, prenant sa main. « Je vais bien, tante. Je travaille, c'est tout. » « Tu travailles ?» Elle renifla avec mépris, jetant un coup d'œil à l'uniforme de domestique que ma mère m'avait forcé à enfiler. Il transforme un aigle en dinde de service. Quelle bande d'idiots! Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit écrin en velours bleu nuit. Prends ça. C'est la broche de ta grand-mère. Elle me l'a laissée, mais je pense qu'elle te revient de droit. C'est un phénix, Iseult. Le phénix ne renaît que de ses cendres. J'ouvris la boîte. Une broche en or blanc, sertie de perles et d'un saphir magnifique, reposait à l'intérieur. Elle brillait d'une beauté classique et fière. « Tante, je ne peux pas. » Mais là, ordonna-t-elle doucement. Sous cet uniforme de bonne. Pour te rappeler qui tu es. Ce soir, garde la tête haute. Et demain, j'ai le pressentiment que demain sera très intéressant. Je viendrai à la signature, même si mon frère ne m'a pas invité. J'épinglai la broche sur ma chemise, sentant le poids du métal froid contre ma peau, me transmettant une force invisible. « Merci, tante, murmurai-je. Tu dois absolument venir demain. Je veux que tu sois témoin du grand final. » À cet instant, la sonnette retentit. Les premiers invités arrivaient. Le bal des hypocrites pouvait commencer. La réception se tenait dans les jardins, où des guirlandes lumineuses ambrées tentaient de donner une illusion de chaleur à cette soirée glaciale. Les partenaires commerciaux, les créanciers potentiels et le gratin parisien se pressaient, coupe de champagne à la main, échangeant des sourires industriels et des cartes de visite. Je me déplaçais à travers la foule comme un fantôme, un plateau de canapé au caviar dans les mains. J'entendais les bribes de conversation, les murmures qui flottaient comme une fumée toxique. Il paraît que Valois va toucher le jackpot avec Archiva Corporation. Vraiment? Je croyais qu'ils étaient au bord de la cessation de paiement. Sixtine raconte partout qu'elle a charmé le PDG d'Archiva.
Un contrat à 85 millions, dit-on. Je dus me mordre la lèvre jusqu'au sang pour ne pas éclater d'un rire hystérique. Sixtine m'a charmé? Elle ne connaît même pas mon visage. Soudain, j'aperçus Sixtine. Elle se tenait au centre d'un cercle de jeunes femmes du monde, riant bruyamment. Elle portait une robe en soie rouge sang, fendue haut sur la cuisse, une coupe de vin rouge à la main. Quand elle me vit passer, ses yeux brillèrent d'une lueur malveillante. Elle claqua des doigts, comme on appelle un chien. Ah, la voilà, lança Sixtine d'une voix forte, conçue pour attirer l'attention. Mesdames, je vous présente ma sœur, Iseult. Elle est un peu lente d'esprit, mais très utile pour les tâches manuelles. Iseult, apporte du vin ici, ma coupe est vide. Je m'approchai, la tête baissée, jouant mon rôle jusqu'au bout. Mais au moment où je tendis le plateau pour qu'elle pose son verre vide, Sixtine fit un faux pas théâtral. Cling. Le verre plein qu'elle tenait dans l'autre main se renversa intégralement sur moi. Le liquide rouge foncé éclaboussa mon visage, trempa mes cheveux et souilla l'uniforme blanc immaculé, ressemblant à une blessure béante. « Oh mon Dieu !» s'écria Sixtine avec une fausse horreur, portant une main manucurée à sa bouche. « Mais qu'est-ce que tu as fait, espèce d'idiote ? Tu as failli ruiner mes Manolo Blahnik. » Le silence tomba sur le jardin. Tous les regards se tournèrent vers nous. Ma mère accourut, le visage cramoisi, non pas de honte pour la cruauté de sa fille, mais pour la présence disgracieuse de la mienne. Je suis désolée, balbutiai-je, me baissant pour ramasser les morceaux de verre brisés. En me penchant, le tissu trempé de ma chemise adhéra à ma peau, révélant les contours de la broche en forme de phénix que je portais en dessous. La lumière des projecteurs frappa le saphir bleu, qui émit un éclat éblouissant à travers le coton mouillé. Les yeux de Sixtine se plissèrent. Elle l'a reconnu. Qu'est-ce que c'est ? Elle se pencha brusquement, agrippa mon col trempé et tira violemment. Crac. Les boutons de la chemise sautèrent. La broche fut exposée à la vue de tous. La broche de grand-mère, siffla-t-elle. Pourquoi tu as ça ? Maman a dit qu'elle avait disparu lors du déménagement. C'est tante Mao qui me l'a donnée. Tentai-je de dire, essayant de dégager sa main. Tante Mao ? Cette vieille folle ? Sixtine ricana, arrachant brutalement le bijou de ma chemise, déchirant le tissu au passage. Les bijoux de famille ne sont pas pour les domestiques, et encore moins pour les voleuses. Tu comptais la voler pour la vendre et t'acheter tes vieux bouquins, c'est ça ? Rends-la-moi. Pour la première fois de la soirée, ma voix monta, tremblante de rage. Sixtine me regarda, un sourire cruel étirant ses lèvres rouges. Elle recula vers le bord du bassin d'ornement, une mare d'eau sombre remplie de vases et de feuilles mortes. Tu la veux ? Va la chercher. Elle ouvrit la main. La broche phénix, héritage de ma grand-mère, symbole de ma renaissance, tomba. Elle fendit l'eau noire avec un petit plouf écœurant et disparut dans la boue du fond. Des rires étouffés s'élevèrent du groupe d'amis de Sixtine. Ma mère soupira simplement, ajustant son châle. « Allons Sixtine, ne sois pas si enfantine. Et toi, Iseult, disparais. Va te changer. Tu as assez humilié cette famille pour ce soir. » Je restai figé. Le froid du vin pénétrait mes os, mais c'était le froid dans mon cœur qui me paralysait. Je regardai l'eau noire, puis je levai les yeux vers Sixtine. À cet instant précis, quelque chose en moi se brisa. Non, ça ne se brisa pas. Ça se forgea. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je fixai ma sœur droit dans les yeux, un regard vide, profond et terrifiant comme l'abîme de données que je contrôlais. Tu as raison, Sixtine, dis-je, ma voix douce comme une brise mais tranchante comme un rasoir. Les objets précieux ne sont pas faits pour ceux qui ignorent leur valeur. Souviens-toi bien de cet instant. Je tournai les talons. Je laissai derrière moi la lumière, la musique, et cette famille en putréfaction. Je ne retournai pas au vestiaire. Je marchai droit vers le portail, trempé et souillé, jusqu'à la voiture noire où Gaspard m'attendait. À la tour Archiva, Gaspard, ordonnai-je en claquant la porte. Et appelez l'équipe juridique. Activez le protocole Oméga. Demain, je veux voir le sang couler sur le parquet de la bourse. 6 heures du matin.
Je me tenais devant l'immense bail vitré de Montpentouz à La Défense. Paris, en bas, s'éveillait dans une brume grise. C'était le jour du jugement. Je n'avais pas dormi. J'avais passé 8 heures avec l'équipe d'analyse forensique d'Archiva à disséquer chaque transaction financière de Valois Immobilier sur les 10 dernières années. Le résultat était pire que prévu. Détournement de fonds, évasion fiscale, et le plus grave, la falsification des rapports environnementaux. Ils avaient construit un château de cartes sur un marais toxique. Le dossier est complet, mademoiselle Valois, Gaspard entra dans la pièce, posant un épais dossier en cuir noir sur la table en verre. Son visage était grave. La banque a gelé leur ligne de crédit ce matin à 5h30, suite à notre rachat de leurs dettes. Ils sont techniquement insolvables depuis 30 minutes. Parfait, dis-je, me tournant vers mon dressing de 50 mètres carrés. Il était temps de tuer Iseult la pathétique. Je passai mes doigts sur les vêtements usés, sentant l'odeur de moisi, et les poussai violemment sur le côté. Aujourd'hui, je ne m'habillais pas pour travailler. Je m'habillais pour la guerre. Je choisis un tailleur haute couture d'Alexander McQueen. Bleu nuit, Midnight Blue, une couleur si profonde qu'elle semblait absorber la lumière. La coupe était chirurgicale, structurant mes épaules, affinant ma silhouette, projetant une autorité absolue. Sous la veste, une chemise en soie ivoire à col haut, rappelant une armure moderne. Je m'assis devant ma coiffeuse. Fini le visage pâle et cerné. J'appliquai un fond de teint parfait, dessinai mes yeux d'un trait d'eyeliner acéré comme une lame, et peignis mes lèvres d'un bordeaux sombre. Je tirai mes cheveux en un chignon strict, dégageant ce front, têtu, que mon père détestait tant. J'ouvris mon tiroir à bijoux. Je n'avais plus la broche de ma grand-mère, mais je n'en avais plus besoin. Je mis une paire de boucles d'oreilles en diamant solitaire, simple, froide, valant plus que l'appartement d'Amaury. À mon poignet gauche, je fixai ma montre Cartier Tank Must, le symbole du temps que je contrôlais désormais. Je me regardais dans le miroir. La fille du grenier n'était plus là. En face de moi se tenait Iseult de Valois, PDG d'Archiva Corp, la femme la plus puissante de la tech européenne. « La voiture est prête ?» demandai-je dans mon oreillette. « Le convoi est en position, Madame la Présidente », répondit le chef de la sécurité. 4 gardes du corps et 2 avocats seniors vous accompagnent. Je saisis ma mallette Mant Blanc contenant le dossier « Mortel ». Allons-y. Ne faisons pas attendre ma famille. Ils détestent les retards. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? 9h55. Le siège social de Valois Immobilier, situé dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement, respirait la vieille argent. Autrefois, je devais passer par la porte de service pour venir quémander de l'argent pour mes livres. Mais aujourd'hui, le script avait changé. Mon convoi de 3 Maybach noirs aux vitres teintées glissa silencieusement devant l'entrée principale, coupant la circulation. Les passants s'arrêtaient, intrigués par ce déploiement de puissance. Un garde du corps sortit du véhicule de tête pour m'ouvrir la porte. Je posai le pied sur le trottoir. Le bruit sec de mes talons aiguilles Michou sur le bitume résonna comme un coup de feu. Clac. Clac. J'entrai dans le hall. Jacques, le vieux gardien de sécurité qui m'avait tant de fois refoulé parce qu'il me prenait pour une vendeuse à la sauvette, se précipita vers moi, l'air paniqué. « Excusez-moi, mademoiselle. Vous ne pouvez pas vous garer ici. C'est la zone VIP réservée aux partenaires. » Il s'étouffa quand je retirai mes lunettes de soleil noir. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire tomba. Il devint livide. « M. Mademoiselle Iseult ? » « Bonjour, Jacques, dis-je avec un sourire glacial qui ne montrait aucune joie. Veuillez informer le conseil d'administration, leur partenaire est arrivé. Mais vous n'êtes pas sur la liste. Gaspard s'avança, tendant une carte de visite noire au bord doré. Jacques lut le nom, et ses genoux manquèrent de flancher. Il recula précipitamment, s'inclinant presque à 90 degrés. « Pardon, Madame la Présidente. Par ici, je vous en prie. » Je marchai vers l'ascenseur privé de la direction,
ignorant les regards stupéfaits des employés qui chuchotaient sur mon passage. Les chiffres sur le panneau lumineux défilaient. 18, 19, 20. L'étage de la direction. Les portes s'ouvrirent sur un couloir feutré. Au bout, derrière les doubles portes en chêne massif de la salle du conseil, je pouvais entendre la voix tonitruante de mon père. Rappelez-vous, quand le PDG d'Archiva arrivera, nous devons projeter de la force. Nous sommes les Valois. Nous ne mendions pas. Nous leur offrons le privilège de s'associer à nous. Je fis un signe de tête à Gaspard. Il posa la main sur la poignée. Bam! Les portes s'ouvrirent avec fracas, heurtant les butoirs muraux. À l'intérieur, 4 paires d'yeux se braquèrent sur l'entrée. Mon père était debout en bout de table, les bras ouverts en plein discours. Ma mère était assise à sa droite, triturant nerveusement ses perles. Sixtine et Amaury étaient en face, des piles de documents mal triés devant eux. Tante Mao était assise dans un coin, buvant tranquillement son thé, comme si elle attendait le début d'un film. Le temps se figea. L'air sembla être aspiré hors de la pièce. Iseult? Sixtine fut la première à hurler, sa voix stridente brisant le silence. Qu'est-ce que tu fous ici? Je t'avais dit de rester à la maison pour nettoyer les dégâts d'hier soir. Qui t'a laissé entrer? Sécurité. Mon père devint pourpre, frappant du poing sur la table. Insolente. Tu comptes m'humilier devant les investisseurs? Sors d'ici immédiatement avant que j'appelle la police. Je ne dis rien. Absolument rien. Je m'avançai dans la pièce. Mes gardes du corps se déployèrent silencieusement, bloquant les sorties. Mes avocats formèrent un mur noir impénétrable derrière moi. Je marchai lentement vers le bout de la table, face à mon père. Gaspard s'avança et tira la chaise du président, celle qui était vide, réservée à l'invité d'honneur. Je m'assis. Je croisai les jambes. Je posai ma mallette sur la table en acajou poli. Le bruit du cuir contre le bois fut le seul son dans la pièce. Papa, dis-je, ma voix calme mais amplifiée par l'acoustique de la salle. Sixtine. Maman. Taisez-vous. Tu oses t'asseoir là, balbutia ma mère, portant la main à sa gorge. C'est la place du PDG d'Archiva. Il va arriver d'une minute à l'autre. Je pris le temps de lisser un pli inexistant sur ma veste. Je levai les yeux et fixai Sixtine, qui regardait mon tailleur haute couture avec une incompréhension totale mêlée de terreur naissante. Vous n'avez plus besoin d'attendre, dis-je, mes lèvres s'étirant en un sourire carnassier. Le partenaire est déjà là. Gaspard connecta sa tablette à l'écran géant de la salle de conférence. Le logo d'Archiva Corp apparut en haute définition. Et juste en dessous, le texte s'afficha, immense, indéniable. Fondatrice et PDG, Iseult de Valois. Un silence de mort tomba sur la salle. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Sixtine ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Mon père s'effondra sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Bonjour, famille, dis-je doucement. Nous avons 85 millions d'euros et beaucoup de dettes à discuter. Dit AY la PHN4TCA Cochuin, PHN9 NPHN12, Niman TR TUCTHC INMT Cachetan NHN, Triv AYCM XUC. L'écran géant projetait mon nom comme une sentence lumineuse au-dessus de leur tête. Iseult de Valois. Mon père, Baudouin, se reprit le premier. Son visage passa du blanc livide au rouge brique. Il éclata d'un rire nerveux, presque hystérique, qui résonna mal dans la pièce insonorisée. C'est une blague, postillonna-t-il. Une très mauvaise blague. Tu as piraté le système? Tu as payé un hacker avec l'argent de tes vieux bouquins pour mettre ton nom là-haut? C'est pathétique, Iseult. Vraiment pathétique. Il se tourna vers Amaury. Appelle la police. Je veux qu'elle soit sortie d'ici, menottes au poignet avant que le vrai PDG n'arrive. Amaury sortit son téléphone, les mains tremblantes. Je ne bougeai pas d'un millimètre. Je sortis simplement mon propre téléphone, le posai sur la table et activai le haut-parleur. J'appuyai sur une touche préenregistrée. Une sonnerie. 2 sonneries.
Bonjour, mademoiselle de Valois, la voix cristalline et immédiatement reconnaissable de la directrice générale de la BNP Paribas remplit la pièce. Nous attendons votre confirmation vocale pour le transfert des 85 millions d'euros vers le compte séquestre de Valois Immobilier. Le code d'autorisation Oméga est-il validé? Amaury laissa tomber son téléphone sur la moquette. Le bruit sourd fit sursauter ma mère. Bonjour, madame la directrice, répondis-je calmement, sans quitter mon père des yeux. Mettez le transfert en attente. Il y a eu de nouvelles révélations lors de l'audit préalable. Je vous rappelle dans 10 minutes pour confirmer l'annulation ou l'exécution. Bien reçu, madame la présidente. En attente de vos ordres. Je raccrochai. Le silence qui suivit était différent. Ce n'était plus le silence du choc, c'était le silence de la terreur. Ils venaient de réaliser que l'argent, leur oxygène, leur sang, leur Dieu, était au bout de mes doigts. Archiva. Murmura Sixtine, ses yeux écarquillés fixant le logo. Archiva. Archive. C'est pour ça. Tu restaurais des livres. Tu stockais des données. C'était toi depuis le début? 10 ans, Sixtine, dis-je froidement. Pendant que tu te moquais de ma passion pour la préservation du passé, j'ai construit le plus grand coffre-fort numérique d'Europe. J'ai appris que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et vous? Je fis un geste englobant toute la pièce. Vous avez laissé beaucoup trop d'informations traîner. Ma mère se mit à pleurer, des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage lifté. Iseult, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes ta famille. Ma famille? Je laissai échapper un petit rire sans joie. Hier soir, j'étais la bonne. Ce matin, je suis la PDG milliardaire. Et soudain, je redeviens ta chérie? Ton affection est indexée sur le cours de ma bourse, maman? Gaspard s'avança et distribua des dossiers épais devant chacun d'eux. Lisez, ordonnai-je. Ce n'est pas un contrat de partenariat. C'est un acte d'accusation. Ils ouvrirent les dossiers avec des mains fébriles. Le bruit des pages tournées ressemblait au bruissement d'ailes d'insectes paniqués. Page 4, indiquai-je. Le projet EcoCity. Mon père lut, et sa mâchoire se décrocha. C'était la copie du rapport original de 1998 sur les déchets toxiques que j'avais récupéré dans la cave. Vous avez sciemment caché la contamination des sols, dis-je, ma voix durcissant. Si j'avais signé l'accord initial, Archiva aurait été responsable du nettoyage. Coût estimé, 200 millions d'euros. Vous essayez de me vendre une bombe à retardement, papa. Je ne savais pas, balbutia-t-il, mais la sueur sur son front le trahissait. Ne mens pas, coupai-je sèchement. J'ai tes emails. J'ai tout. Je me tournai vers ma sœur. Page 12, Sixtine. Le budget relations publiques. Sixtine devint aussi blanche que sa chemise. 300 000 euros par an de frais de représentation, lus-je à haute voix. Mais quand on croise les données bancaires avec les factures, oh, surprise. Des sacs Hermès, des vacances aux Maldives, et même la location de cette Porsche pour ton mari. Tu as volé l'entreprise, Sixtine. Tu as volé tes propres parents alors qu'ils se noyaient. Ma mère poussa un cri étouffé, regardant Sixtine avec horreur. Sixtine, est-ce que c'est vrai? Tu m'as dit que l'entreprise allait mal à cause du marché. Tout le monde le fait, hurla Sixtine, se levant brusquement, renversant sa chaise. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu penses qu'avec ton argent tu peux m'acheter? Je suis le visage de cette entreprise. Tu es le cancer de cette entreprise, rétorquai-je calmement. Et aujourd'hui, je procède à l'ablation. Je me levai et m'approchai de la fenêtre, regardant Paris en contrebas. Je sentais leur peur dans mon dos. C'était enivrant, mais ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais la justice. La situation est simple, dis-je sans me retourner. Valois Immobilier est en faillite frauduleuse. Je peux envoyer ces dossiers au procureur de la République. Papa, tu finiras tes jours en prison pour fraude environnementale. Sixtine, pour abus de biens sociaux. Maman, tu perdras tout, jusqu'à tes perles. J'entendis un bruit de chaise.
Je me retournai. Mon père était effondré, la tête dans les mains, pleurant comme un enfant. L'homme de fer, le tyran de mon enfance, n'était plus qu'un vieillard brisé par ses propres mensonges. Ou bien, continuai-je, revenant vers la table. Vous signez l'accord que j'ai préparé. Gaspard posa un unique document au centre de la table. Un stylo Montblanc en or reposait dessus. L'offre est la suivante, expliquai-je, ma voix résonnant comme un verdict. Premièrement, Archiva Corp acquiert 100% des parts de Valois Immobilier pour l'euro symbolique. En échange, j'absorbe la dette de 85 millions et j'étouffe le scandale environnemental en finançant moi-même la dépollution. Mon père releva la tête, l'espoir brillant faiblement dans ses yeux larmoyants. Tu nous sauves ? Laissez-moi finir. Deuxièmement, Baudouin et Hermine, vous prenez votre retraite immédiate. Vous quittez le conseil d'administration. Vous recevrez une rente mensuelle de 5 000 €. C'est suffisant pour vivre dignement, mais fini les chauffeurs, fini le Pétrus, fini les galas. Vous vivrez comme des gens normaux. Ma mère octa. Pour elle, vivre avec 5 000 € par mois était pire que la mort. Troisièmement, je fixai Sixtine. Toi. Tu es licencié pour faute grave avec effet immédiat. Tu devras rembourser chaque centime que tu as détourné. Je sais que tu n'as pas l'argent, alors je saisirai ton appartement, ta voiture, et ta collection de sacs. Tu repartiras de zéro. Tu ne peux pas faire ça, hurla Sixtine, se jetant presque sur moi. Un de mes gardes du corps s'interposa, un mur de muscles infranchissable. Je suis ta sœur. C'est drôle, dis-je doucement. Hier, j'étais ta bonne. Aujourd'hui tu es ma sœur ? Non, Sixtine. La clause 8.4 est non négociable. Signe, ou je poste les preuves de tes vols sur LinkedIn et j'appelle la police. Sixtine se tourna vers notre père, cherchant de l'aide. Papa. Dis quelque chose. Elle me détruit. Baudouin regarda sa fille préférée, puis il regarda le dossier de la prison potentielle. L'instinct de survie l'emporta sur l'amour paternel. Signe, Sixtine, croassa-t-il. Fais ce qu'elle dit. Le monde de Sixtine s'effondra. Elle tomba à genoux, pleurant, non pas de remords, mais de rage impuissante. Et enfin, ajoutai-je, me tournant vers le coin de la pièce. Je nomme tante Mao présidente honoraire de la Fondation Valois. Elle aura le contrôle total des œuvres caritatives de la famille. C'est la seule personne ici qui a une âme. Tante Mao leva sa tasse de thé vers moi, un sourire fier aux lèvres. Santé, ma nièce. Un par un, ils signèrent. La main de mon père tremblait. Ma mère pleurait sur le papier. Sixtine signa avec une haine pure, brisant presque la plume du stylo. Quand ce fut fini, je repris le document. C'était fait. L'Empire Valois m'appartenait. Je rangeai le contrat dans ma mallette. Je ne ressentais pas l'euphorie que j'avais imaginée. Je ressentais quelque chose de mieux, la paix. Le silence. Le poids de 18 années de mépris venait de s'évaporer. La réunion est levée, dis-je. Gaspard, faites entrer l'équipe de transition. Je veux que ces bureaux soient vidés de leurs effets personnels dans l'heure. Je me dirigeai vers la sortie. Iseult. La voix de ma mère m'arrêta sur le seuil. Elle semblait soudain très vieille. Que allons-nous devenir ? Je me retournai une dernière fois. Je les vis, petits, vaincus, assis autour de cette table immense qui ne leur appartenait plus. Vous allez apprendre, dis-je. Vous allez apprendre ce que c'est que de vivre sans le masque de la richesse. Peut-être qu'en perdant tout, vous trouverez enfin quelque chose de vrai. Comme je l'ai fait. Je sortis de la salle, les laissant dans les ruines de leur ego. Dans le couloir, tante Mao m'attendait. Elle tenait un petit objet brillant dans sa main. Je suis passée par le jardin avant de monter, dit-elle en me tendant la broche phénix. Elle l'avait nettoyée. Le saphir brillait, immaculé, comme s'il n'avait jamais touché la boue. Elle est un peu rayée, mais elle n'en est que plus belle. Comme toi. Je pris la broche et l'épinglai sur le revers de mon tailleur Alexander McQueen. Elle était parfaitement à sa place. Merci, tante Mao. Je sortis de l'immeuble.
Le soleil avait percé la brume. Paris brillait. Je pris une grande inspiration. L'air n'avait plus l'odeur de la poussière du grenier ou de l'humidité de la cave. Il avait l'odeur de l'essence, du café, et de la liberté absolue. J'avais été la brebis galeuse. J'avais été la honte. Mais les brebis galeuses sont souvent celles qui, forcées de quitter le troupeau, découvrent de nouveaux pâturages que les autres ne verront jamais. Ils avaient construit des murs pour m'enfermer, j'avais utilisé leurs pierres pour bâtir mon empire. Je montai dans ma voiture. Où allons-nous, Madame la Présidente, demanda le chauffeur. Je souris, caressant la broche phénix. Avançons, Gaspard. Nous avons un monde à conquérir. C'est ainsi que se termine l'histoire de ma vengeance. J'ai choisi de ne pas les mettre en prison, mais de les condamner à la médiocrité, ce qui, pour eux, est une punition bien pire. Et vous? Pensez-vous que j'ai été trop clémente? Ou avez-vous savouré cette justice poétique autant que moi? Si cette histoire vous a donné des frissons, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que la meilleure vengeance est un succès massif. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de karma instantané. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, construisez en silence, et laissez votre succès faire tout le bruit.